Bonjour, bonjour et bienvenue dans Oh ma planète, le magazine du développement durable, le magazine de la planète dans tous ses états. Aujourd'hui, nous vous emmenons à La Réunion qui, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, a été déclarée département pilote. Alors, Miguel Gonan, bonjour. Bonjour. Vous êtes parti à La Réunion, vous revenez avec un sujet. Pourquoi La Réunion a-t-elle été déclarée département pilote? C'est-à-dire que La Réunion, en 2030, doit être indépendante au niveau de son énergie. C'est possible? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on arrête les importations de charbon, Voilà, on arrête les importations de pétrole, de charbon et on fabrique des énergies propres sur place, avec des usines photovoltaïques ou d'autres projets. Mais surtout, La Réunion, aujourd'hui, est confrontée à un double défi, c'est-à-dire réaliser ce projet de GERI, mais surtout... Le projet GERI, je rappelle, c'est Green... Energy Revolution Réunion Island. Pardon, chers téléspectateurs, pour notre accent détestable. Mais donc, dans ce GERI, Miguel Gonan, il y a deux enjeux. La partie énergétique, on vient de le voir, mais aussi un enjeu très fort sur la question des transports. Oui, parce qu'à La Réunion, actuellement, il y a des énormes problèmes de transport. Il faut savoir qu'il y a une voiture pour 2 habitants. Donc problème de transport, ça veut dire quoi? Des bouchons, des embouteillages? Des énormes bouchons. Et la politique actuelle de l'île, c'est de construire de nouvelles voies pour fluidifier la circulation. Je ne comprends pas bien, il y a un paradoxe. Ah oui, pour fluidifier la circulation. La logique, c'est toujours plus de bagnoles. Oui, mais en même temps, ils réfléchissent à un nouveau mode de propulsion des voitures, une propulsion propre. Alors, ce sera soit des voitures électriques, soit des voitures à pile à combustible, ou des voitures qui rouleront à l'hydrogène. Miguel Gonan, je vous remercie. Tout de suite, départ La Réunion, les voitures, les embouteillages, les alternatives, les nouveaux types de véhicules, en images. Bonjour Micheline. Bonjour. J'ai une réunion à la région Réunion et j'ai réservé le vélo. Okay, merci. Voilà, La batterie est là, oui. Là. Ça marche, merci. C'est des vélos qui nous permettent d'assurer les déplacements en intra-urbain pour proposer une alternative aux tout-voitures. Parce que quand on fait 2 km en vélo, ça coûte beaucoup moins cher que de faire 2 km en voiture. Et c'est 100 fois plus agréable, surtout sur un chef-lieu où on a, comme dans tous les chefs-lieux, régulièrement des gros problèmes de circulation, des bouchons, etc. La Réunion est devenue un laboratoire pour toutes les innovations environnementales. Depuis 2 ans, elle pilote le projet GERI, Grenelle de l'environnement à La Réunion, avec l'État. En 2030, l'île de La Réunion devrait être le premier territoire au monde où l'ensemble des moyens de transport, qu'ils soient collectifs ou individuels, n'utiliseront que des énergies propres. C'est très simple, c'est de dire cette île a toutes les caractéristiques pour en faire l'espace de test de toutes les technologies avant leur commercialisation ou leur industrialisation. Jean Ballandras est secrétaire général à la préfecture. Il travaille à l'amélioration du transport à La Réunion en projetant les ambitions du projet GERI. Concrètement, pour ce qui concerne les transports, l'idée est de faire de La Réunion l'espace de démonstration des nouvelles technologies intéressant les transports collectifs et les transports individuels. Parce que nous sommes convaincus que La Réunion, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi des groupes industriels automobiles, est l'espace idéal pour venir tester à large échelle des flottes de nouveaux véhicules ici à La Réunion auprès de la société réunionnaise. En attendant l'arrivée de nouveaux véhicules propres, la direction départementale de l'équipement s'est équipée de plusieurs vélos à assistance électrique qu'elle met à disposition de ses agents. Depuis 1 an, Jean-Hugues Voss utilise ce nouveau moyen de transport pour se déplacer. Au début, il y avait beaucoup d'interrogations, de surprises, etc. Et petit à petit, on leur a donné la capacité d'essayer, de tester, de faire même des trajets domicile-travail en test le soir pour qu'ils voient bien tout le côté positif de l'opération. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les vélos sont très très bien perçus. Avec d'autres projets de GERI qui sont en cours, ça sera vraiment une des composantes de La Réunion de demain et des déplacements demain à La Réunion, je pense vraiment. À l'entrée ouest de Saint-Denis, ralentissement depuis le tunnel pour rejoindre le Barachois, dans la tranchée couverte. Mais nous n'en sommes pas encore là. La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé. La circulation routière est au bord de l'asphyxie.
Face à la démographie galopante, le nombre de véhicules n'a cessé d'augmenter au rythme de 30 000 nouvelles immatriculations par an, soit aujourd'hui une voiture pour 2 habitants. Patience si vous êtes dans les bouchons et bonne matinée à tous. Les transports en commun, eux aussi, sont touchés par les aléas de la circulation routière. Les chauffeurs de bus subissent les embouteillages et voient leurs conditions de travail se dégrader tous les jours un peu plus. Ça c'est comme le boulevard Sud, il y a trop de ronds-points. Oui. Et puis dans le canal Bichet, avec un véhicule de 12 mètres de long, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Il y a les voitures qui sont pressées, c'est limité à 90. Moi je suis à 90, moi. Il klaxonne, il près de 120, 130. Mon Dieu Seigneur, c'est lourd. Quand vous roulez dans Vous regardez dans le rétroviseur, ça passe à 100 sur la voiture. Les voitures neuves, ça se vend comme des petits pains. C'est tous les jours, on achète toujours une voiture. On a au moins une famille de 10 personnes, il y a au moins 4 voitures dans la cour. Il y a trop de voitures. Il faudrait plus prendre le transport en commun. René est chauffeur de bus depuis 7 ans. La circulation est devenue si difficile qu'il n'arrive plus à respecter les horaires. Quelquefois, on a même jusqu'à 45 minutes, 1 heure de retard. Ça se dégrade de jour en jour, hein, on va dire. En fait, c'est l'entrée de Saint-Denis qui est assez difficile au niveau du Barachois. On ne sait jamais. Disons qu'il faut bien prévoir, quand on a une réunion à 9h, il est clair qu'il est mieux de prendre à 7h. On a une marge. Face aux problèmes récurrents des transports en commun, les gens préfèrent prendre leur voiture et les bus se retrouvent souvent vides. Pourtant, jusque dans les années 60, le transport en commun était le moyen le plus utilisé pour se déplacer dans l'île. À la fin du XIXe siècle, pour acheminer la canne à sucre jusqu'au port industriel réalisé dans les mêmes temps, il a été décidé de construire une voie ferroviaire reliant les villes de Saint-Benoît à Saint-Pierre, en passant par Saint-Denis. Jusqu'en 1945, l'état des routes était lamentable et très peu utilisé, et le petit train servait aussi pour le transport des voyageurs. Si on regarde même les premiers projets, on a quasiment un siècle où on a pensé chemin de fer. Éric Boulogne est membre de l'association Titrain d'antan. Avec son ami Jules Chotard, il restaure le train pour perdurer la tradition. Ensemble, ils font revivre le Titrain. Il y a une nostalgie quand même, on le voit parce que bon, ça fait plus de 20 ans qu'on est sur ce site et on a participé à énormément de fêtes et des journées du patrimoine. Et les gens sont très nostalgiques de cette époque, c'est l'époque du temps longtemps, comme on appelle ça à La Réunion, le temps longtemps. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il est rare qu'une famille réunionnaise n'ait personne qui a travaillé dans ce train, quoi. Il y a toujours quelqu'un, le grand-père, l'arrière-grand-père, on a une référence en disant ben oui, il a travaillé pour le chemin de fer. Il y avait cette fameuse traversée des tunnels où on disait qu'on rentrait en bel habit de l'époque et puis en fin de compte, on arrivait, on sortait, on était tout noir compte tenu que la fumée, les escarbilles rentraient par les fenêtres, donc on se protégeait un petit peu avec les mouchoirs et tout. Qu'une voie sous le tunnel, avec croisement possible à la grande chaloupe uniquement. Ce qui fait que c'est peu compétitif maintenant pour un transport en commun à l'heure actuelle, quoi. Faut attendre que le train de Saint-Denis vienne. Avec les vitesses qu'il y avait à l'époque, ça gênait pas. Maintenant, c'est plus possible. Vétuste et trop étroite, la ligne du chemin de fer ne peut plus être réutilisée. Mais pour faire face à la problématique de la circulation, en adéquation avec le projet Géry, l'idée d'un nouveau mode de transport en commun ressurgit dans l'île.
La première solution, elle est très simple, elle est très peu utilisée à La Réunion, c'est la multiplication, le développement des transports collectifs sous leurs différentes formes, avec un projet phare très central qui est le tram-train, qui est en fait un axe de circulation à haut débit qui va permettre d'éviter le recours à l'automobile sur les liaisons les plus importantes entre les principales j'allais dire, métropole de l'île de la Réunion, mais accessoirement à ce tram-train, il y a toute une constitution, une structuration de l'offre collective de transport avec des minibus, des taxis collectifs, des dessertes, si vous voulez, radiales par rapport à l'axe même de ce tram-train qui doivent être entrepris dans le cours de la réalisation du tram-train pour rendre, si vous voulez, l'accès au tram-train beaucoup plus intéressant, beaucoup plus évident pour tous les Réunionnais. Prévu en 2012, le tram-train à propulsion électrique reliera les villes de Sainte-Marie à Saint-Paul sur un trajet de 40 km et desservira 25 stations. Pour Étienne Katz, chef de projet, le tram-train est la solution idéale pour faire face aux 110 000 voitures qui convergent chaque jour vers Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est 40 km. Demain, c'est 150 km sur l'ensemble du tracé. Donc on aura vraiment les 3/4 de l'île qui seront couvertes par ce tram-train pour arriver à lier justement toute l'île, sachant que la problématique des embouteillages, elle est chronique, mais elle est chronique pour toute l'île. Donc les gens aujourd'hui sont prisonniers de ces congestions. Et donc avec un tram-train en site propre, à la fois on offre le site propre, donc on s'exonère des problématiques de congestion, et on offre un système qui est performant, attractif et de qualité, et donc qui permet de ramener la population vers le transport en commun. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à une amélioration et qui projette la Réunion dans le futur, et à ce titre-là, il est très attendu. Donc il rentre vraiment dans une logique à la fois environnementale et économique. Donc en ce sens-là, oui, le projet Géry et le projet tram-train sont deux choses totalement cohérentes. 200 000 nouveaux habitants sont attendus d'ici 2030. Le long du trajet du tram-train, on travaille à l'émergence d'un urbanisme à haute qualité environnementale, dans des villes nouvelles, et le tram-train serait l'artère vitale de ces nouveaux centres. Un projet qui, sur le papier, respire la prise en compte de l'environnement, ville nouvelle et transport doux. Mais l'avenir sera-t-il si radieux? L'aménagement du territoire a-t-il été suffisamment pensé sur le long terme? Géry, ce qu'on dit, nous, je ricane, quoi. Géry, c'est un effet vitrine. Dans sa philosophie, c'est vraiment développer de l'industrie. C'est vraiment un projet industriel. Et nous, en tant que gain environnemental, on attend. Hein. On attend pour voir, on n'y croit pas vraiment. On voit vraiment que c'est le projet industriel de grands industriels qui sont mis en avant. Depuis le début du projet du tram-train, Gisèle, militante à la SREPEN, association de protection de l'environnement, se bat pour éviter que le tracé du nouveau chemin de fer ne passe dans des zones protégées. Aujourd'hui, à la Grande Chaloupe avec Herman, elle répertorie les espèces rares qui risquent de disparaître. Forcément, une infrastructure comme un tram-train impacte forcément sur le milieu naturel. Et là, on est sur un site où ce sont des vestiges de forêts semi-sèches. Il n'y en a plus beaucoup et sur l'île, c'est pratiquement le seul milieu où il en reste. On retrouve des espèces qui sont des espèces très très rares, uniques au monde. Et certaines espèces sont même en voie de disparition si on n'y prête pas garde. Donc là, le tram-train va passer par là. Il y aura les travaux, en fait il y aura des pistes qui vont permettre l'accès au chantier. Donc ils peuvent le faire à ce niveau-là et puis ils vont le faire aussi sur la partie haute pour redescendre ici. C'est le chantier qui va être le plus impactant. Ça va changer complètement de physionomie. Au lieu de regarder un aspect rustique, ça va devenir un aspect beaucoup plus... Très urbain, On a été quand même écoutés par le maître d'ouvrage et des choses ont été modifiées. Le tracé était fort impactant puisqu'il passait vraiment en zone naturelle et il passait beaucoup plus haut. Et là il allait vraiment détruire des milieux et des espèces protégées. Et là, du coup, ils ont accepté, le maître d'ouvrage, la région, donc, a accepté de descendre son infrastructure. Le tracé est descendu. C'est pour ça que maintenant, il passe dans le village en bas. En attendant l'arrivée du tram-train en 2012, les automobilistes subissent toujours les embouteillages sur la route du littoral.
La route du littoral est une des doubles voies les plus dangereuses de France. Depuis 1976, il y a eu 173 accidents et 17 morts liés aux chutes de pierres. Chauffeur routier depuis 14 ans, Jean-Paul emprunte la route du littoral 4 fois par jour au volant de son camion rempli de kérosène pour aller livrer l'aéroport de Saint-Denis. Pour lui, le danger est quotidien. S'il y a un éboulement sur le camion, comme je transporte du kérosène, c'est-à-dire la matière dangereuse, matière explosive et inflammable, ben, on risque d'avoir déjà un feu et une explosion de citerne. Et s'il y a des gens aux alentours, bon, ben, on risque quand même gros, quoi. En faisant quand même 35 000 litres qui partent en fumée. Et l'explosion, ça va être quelque chose. Là, c'est le moment où, quand on roule, on lève les yeux au ciel et on regarde toujours la falaise. On jette toujours un œil, même si on peut rien faire, mais bon, on regarde toujours. On ne sait jamais. Des fois qu'on peut voir une roche tomber, on aurait le temps de s'arrêter. Oui, mais je dirais, mais si on commence à penser à ça, on ne travaillerait plus. Il y a encore des risques quand même, des gros risques sur cette route. Très gros risques. Pour rentrer sur Saint-Denis, c'est tous les matins comme ça. On a quand même un circuit bien déterminé à respecter tous les jours pour faire notre rotation de kérosène. Ouest de Saint-Denis, ralentissement depuis le tunnel pour rejoindre le Barachois. Dans la tranchée couverte, on note pas mal de monde ce matin. Vous êtes ralenti dans les... Vu que le boulevard Sud, il y a quand même des tunnels où c'est interdit aux matières dangereuses. Sauf bien sûr ceux qui font les dessertes locales. Mais sinon, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, bon voilà. On reste dans ces embouteillages. Et puis quand on arrive à Saint-Denis, bien sûr, avec tous ces feux qui sont mal réglés, voilà, un feu qui va passer au vert et qui va repasser au rouge dans 5 secondes. Chaque jour, Jean-Paul est obligé d'affronter les dangers et les embouteillages. Mais d'ici quelques années, cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. En 2020, une nouvelle route du littoral devrait être construite. La falaise continuera à s'éroder, il y aura toujours des chutes de pierre, il y aura toujours des écailles qui se décrocheront. C'est vraiment lié à sa géologie. Suite aux problèmes récurrents dus à l'érosion de la falaise, le projet retenu est celui de la construction d'une route digue en mer. Nicolas Morbet est responsable du développement de cette nouvelle route du littoral. Donc, ce qui nous a été demandé de prendre en compte, c'est une houle cyclonique centenale, c'est-à-dire un phénomène qui statistiquement reviendrait à peu près tous les 100 ans. Donc la carapace des digues qui doivent résister à ces cyclones-là, c'est-à-dire qu'un cyclone pourrait venir dessus et notre digue subirait aucun dégât. Et les ponts, eux, ce n'est pas un problème de résistance à la houle, parce que quand une houle vient taper une pile, ça n'a aucun effet. Hein, c'est un obstacle qui n'est pas affecté par la puissance de la houle. Mais par contre, ce qui doit être remonté, c'est le niveau du tablier du pont, qui lui doit être à l'abri des houles les plus fortes. Si la nouvelle route du littoral est prévue en 2020, dans l'ouest de l'île, une nouvelle voie express, la route des Tamarins, sera quant à elle inaugurée au mois de juin 2009. Mais le développement des routes dans cette petite île ne va-t-il pas favoriser l'augmentation du nombre de véhicules ?
Ce serait le risque, si vous voulez. Si on était dans les années 70, je vous dirais incontestablement, c'est évident. D'un autre côté, je pense que les Réunionnais ont compris que l'époque était en train de changer. Moi, j'ai la conviction que cette route sera sans doute la première route du XXIe siècle. La route du XXIe siècle a été avant tout un des plus grands chantiers d'Europe. Depuis 2003, plus de 3000 personnes ont travaillé à la réalisation de cette voie express. Son tracé en moyenne altitude de 38 km relie les villes du nord au sud et intègre la réalisation de 48 ouvrages d'art et de plusieurs tunnels. Lorsqu'on est sur le littoral, on est vraiment au ras de la mer. Et puis la route qui est beaucoup plus haut, il y a une rupture de pente qui fait qu'on ne voit pas le littoral. Donc là, les gens, les Réunionnais et les touristes, vont découvrir un autre aspect de la Réunion. Tu descends là? Il y a un beau site là, non? Ah bah oui, on va maintenant. Pour Philippe Berne, vice-président du conseil régional, et Jean-Jacques Guéguen, responsable des travaux, la route a aussi été conçue pour s'intégrer au mieux au paysage de la Réunion. Bon, alors ici, on voit bien les raisons qui nous ont poussés à mettre cette route à mi-hauteur, puisque le littoral va être libéré, hein, donc sur le plan touristique, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis vous voyez ici donc, le petit village de Barrage, où les gens étaient très enclavés et où là, ils vont pouvoir sortir en quelques minutes pour aller sur la route des Tamarins. Cette nouvelle route, attendue des Réunionnais, va donc fluidifier la circulation dans l'ouest et ainsi permettre de libérer le littoral à sa vocation touristique. À cause de la mer, il boit la mer, comme si que la terre n'avait plus le goût, comme si que la terre était un beau goût, la terre mon pays pour mouche à verre. Une piste cyclable sera construite sur le tracé de l'ancienne route, longeant le bord de mer. Même si la route des Tamarins a été conçue avant le projet Géry, elle intègre les techniques de développement durable et de respect de l'environnement. Pour protéger le passage des oiseaux, le pont de la Grande Ravine, long de 30 mètres, a été réalisé sans piliers ni haubans. Le problème qu'on a eu au niveau de ce pont, c'est qu'au départ, c'était prévu d'être un pont haubané. Or, en allant plus haut, vous avez des colonies d'un oiseau protégé qu'on appelle le puffin de Bayon. Et donc, après réflexion et après contact avec les ornithologues, on a changé le projet et à la place d'un pont haubané, on en a fait un pont avec un tablier métallique qui va donc éviter les contacts entre les puffins de Bayon et l'ouvrage d'art. Et pour donner à cette route son label de route du XXIe siècle, certains équipements seront révolutionnaires. Nous avons l'ambition de faire de la route des Tamarins le premier axe au monde, sans doute, qui sera pour partie recouvert de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques vont produire de l'électricité qui va servir à alimenter des modes de transport collectif de type bus ou car, qui seront des cars hybrides, électriques, voire même à hydrogène, et qui, de ce fait, si vous voulez, vont apporter un concept entièrement nouveau, que les Réunionnais seront les premiers à utiliser, mais qui aura, je pense, beaucoup de pertinence à être exporté et dupliqué ailleurs. La route va produire l'électricité qui servira à alimenter les véhicules électriques qui l'emprunteront. L'idée aussi qui fait son chemin, c'est de pouvoir alimenter les voitures électriques. Donc il est évident que dans un premier temps, ça sera peut-être plus de la mise en réseau, puis ensuite, ça sera au fur et à mesure qu'il y aura une montée du nombre de véhicules électriques, à ce moment-là, dans les aires de repos des secteurs où les gens pourront venir s'approvisionner. Il ne manque plus que les véhicules aux énergies propres pour que la route des Tamarins soit vraiment celle du XXIe siècle. Là, on est en mode tortue, si on veut bien, et là, on est en mode lapin. Et on va le faire grimper là-haut.
En attendant que les grands constructeurs développent des voitures aux énergies propres et qu'ils s'implantent dans l'île, Vincent Queneau a su anticiper en important les premiers véhicules électriques. Aujourd'hui, il teste un véhicule utilitaire écologique. Donc là, on grimpe une côte significative. On va entendre le moteur bien siffler derrière, puisqu'il fournit son effort. Là, on est sur une des côtes les plus significatives. On est tranquillement à 35 km/h. De nos jours, une voiture toute électrique a une faible autonomie, comprise entre 90 et 140 km. C'est vrai que ça peut paraître court, mais 80% des déplacements à La Réunion font moins de 20 km journaliers. Donc on est sur des autonomies qui sont capables de satisfaire beaucoup de besoins. Donc là, je suis en régénération moteur, parce que c'est un véhicule qui recharge sa batterie quand il descend ou quand on freine. On est sur des engins qui sont des engins de l'avenir. « 2030, c'est demain. Géry est un grand projet écologique, mais l'enjeu est de taille. Si l'île de la Réunion réussit son pari, elle deviendra un modèle pour les autres régions de France. Oh ma planète, le débat, c'est l'heure, ça se passe maintenant aux Zangobar qui nous accueillent chaque semaine chaleureusement. Le sujet dont nous débattons, les transports à La Réunion. Pour faire le point sur cette question, nous avons choisi d'inviter Daniel Augelot. Daniel Augelot est un spécialiste des questions de l'automobile. Il est président de la section technique de la Société des ingénieurs de l'automobile. On va faire le point avec lui sur la question des transports à La Réunion. Le débat de ma planète, votre magazine du développement durable. Aujourd'hui, les transports à La Réunion. Alors tout d'abord, une précision, si jamais vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la productrice de cette émission qui, comme à l'accoutumée, hurle. Pas du tout, c'est juste comme nous sommes dans un bar, vous entendrez peut-être des bruits ou quoi que ce soit. C'est pas vrai, elle est très sympa, la productrice de cette émission. J'en profite pour lui faire une bise. Une bise également à Yves Lers, mon complice et comparse, co-animateur de cette émission, journaliste spécialisé des questions d'environnement. Yves, vous allez bien? Vous me rendez cette bise. Très bien, je vais essayer d'en faire bon usage. Oui. Et je vais m'apprêter à saluer Daniel Augelot. Daniel Augelot, merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la section technique automobile et Société des ingénieurs de l'automobile. Je reprends mon souffle. Je ne me suis pas trompé dans l'intitulé de votre fonction? Non, sauf que c'est automobile et mobilité durable de la Société des ingénieurs de l'automobile. Ah oui. Comme ça, c'est dit, voilà. Et au moins, c'est beaucoup plus clair. Également présente avec nous sur le plateau, des étudiants et des étudiantes. N'hésitez pas, cette émission, c'est presque d'abord la vôtre. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Vous levez la main en étant bien discipliné. On vous tend le micro. Une fois que vous l'avez, vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête, surtout, mais je n'en doute pas, les plus pertinentes. Yves Lers, je reviens vers vous. Puisque la question du transport, nous parlons des transports à La Réunion, c'est une question que vous connaissez bien, pas forcément La Réunion, mais au moins la question des transports. Question, le réchauffement climatique, le transport, quelle implication? À La Réunion, c'est particulièrement un pari. Mais c'est un pari aussi dans le monde entier. C'est-à-dire que la part des transports, la part des émissions de gaz carbonique, là, du fameux CO2 qui provoque le réchauffement climatique dans les transports, elle est de plus en plus importante. Et si des pays, en France c'est en gros d'un tiers, en gros, si des pays comme la Chine, si des pays comme l'Inde, ils ont commencé, et la Chine commence à rouler, hein, avant les voitures roulaient sur le côté, et les vélos roulaient au milieu, à Pékin. Maintenant c'est le contraire. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de voitures, donc il y a de plus en plus d'émissions. Donc il faut trouver des solutions. Et c'est pas très facile dans le... Alors justement, Yves, cette culture du tout voiture qu'on retrouve d'ailleurs en France et également dans tout l'outre-mer, eh bien,
À La Réunion, ils ont fait un pari, c'est qu'ils avaient un peu la possibilité d'en sortir et de transformer La Réunion en laboratoire dans le cadre du projet GERI. Alors GERI, pardonnez mon anglais, il y a 2 traductions possibles. Donc traduction européenne en anglais, c'est la Green Energy Revolution Réunion Island. J'aurais dû la faire en français directement. Et en français, justement, GERI, ce sont les initiales de Grenelle de l'environnement à La Réunion, réussir l'innovation. Réussir l'innovation, justement, c'est la question que nous avons posée à Paul Vergès. Paul Vergès, qui est président du conseil régional de La Réunion et qui a bien voulu répondre à nos questions. La voiture ici n'est pas simplement un problème pour régler la mobilité des gens et le transport des marchandises. C'est aussi un signe social. Donc c'est un problème qui est devenu aussi un problème culturel. C'est une mesure du niveau de vie, c'est une mesure d'affichage de la modernité du mode de vie, et c'est un élément polluant et ruineux. La concentration des activités à Saint-Denis fait que chaque jour, en mouvement de voiture, vous avez 55 000 venant de l'ouest et du sud et 70 000 venant de l'est. Ça veut dire, en mouvement de voiture, vous avez 120 000. La population de Saint-Denis, c'est 140 000 habitants. En 1960, on a supprimé le chemin de fer. C'est-à-dire, au lieu de le maintenir, de le moderniser comme moyen d'assurer un transport collectif, on l'a supprimé pour mettre à la place les voitures. Daniel Ogello, nous venons d'entendre Paul Vergès. Vous partagez son opinion sur les erreurs et la politique du tout routier? Oui, pas tout à fait. D'abord parce que c'est du médiatique, ça, le tout routier. Il faut nuancer. On a des transports en commun, on a des transports... je parle d'une manière générale, pas spécialement à La Réunion. Et l'exemple à Paris, c'est pas le tout voiture, puisque c'est 70% des déplacements qui se font en transport en commun et le reste en voiture pour les modes motorisés. Bon, oui, pour les modes motorisés. Oui, c'est vrai. Enfin, on reste quand même ça dépend des endroits. Puisque vous travaillez comme vous travaillez sur les questions de mobilité, on va dire que l'imaginaire de la mobilité, c'est quand même un imaginaire qui est aujourd'hui très largement dominé quand même par la voiture. Est-ce qu'une nouvelle étape de la liberté et du progrès pour les gens qui doivent se déplacer, c'est pas justement d'arriver quand même à sortir de cette culture un peu systématique de la voiture? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu capital et quasiment qui nous dépasse? Je ne crois pas que ce soit un phénomène de culture, mais ni un phénomène de comportement, c'est un phénomène de champ de contrainte. Je m'explique, c'est un peu du jargon technique, ça, mais ça veut dire que les gens, en majorité, il y a les intégristes, à chaque borne, il y a des intégristes partout, aux limites. Mais la grosse majorité des gens choisissent... Ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent. Oui. C'est-à-dire que si on change l'effet d'offre, plus de transport à un endroit, et si les transports correspondent rendent le besoin qu'ils sont susceptibles de rendre, les gens ne sont pas stupides, ils vont prendre les transports en commun. Changer l'offre, Yves Lertz. Sans compter qu'il y a une question de coût qui joue à ce moment-là, et tout, disponibilité, coût, régularité, toutes ces choses-là. Changer l'offre, ça veut dire effectivement arriver à une notion, ce qu'on appelle de mobilité durable, dont vous parliez sur l'intitulé de votre association. Je ne sais pas si tous les ingénieurs... Mais avec une nuance. C'est-à-dire qu'il faut faire le bilan à chaque fois. C'est-à-dire, transport en commun, faire rouler un bus avec 2 personnes dedans, c'est une hérésie. C'est une ânerie. Il vaut mieux les mettre dans une voiture. Faire rouler sur le périphérique de Paris 100 000 voitures ou 10 000 voitures avec juste une personne dedans, c'est aussi une énorme hérésie. Avec l'augmentation de la mobilité d'une population grandissante, on a créé tout un système routier sur le littoral. Et comme on a supprimé le chemin de fer, qui assurait la mobilité pour les habitants et les marchandises dans la traversée de Saint-Denis vers l'ouest, eh bien on a créé la route littorale. C'est-à-dire on a fait une route décisive sur le plan économique, au droit d'une falaise et au niveau de la houle. Ce qui fait qu'on a 50 ans d'une saga sur le danger de la route littorale et
c'est une saga qui n'est pas terminée. Alors justement, une question d'une de nos étudiantes qui voulait, en réaction, je pense un peu à l'intervention de Paul Vergès. Allez-y, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Sophia. J'aimerais savoir comment vous envisageriez la voiture du futur, en fait, et si elle va être écologique et économique. Je ne peux pas avoir une question plus précise. Ah oui, oui, je suis d'accord avec vous, il faut qu'elle soit écologique et économique. Je mettrais économique d'abord parce que, pour les constructeurs, mais pour le résultat, pour l'environnement, il faut faire des voitures à vendre. C'est-à-dire que les merveilleux concept cars qui peuvent avoir des résultats fantastiques, mais qui ne se vendent pas parce qu'ils sont hors de prix, ça n'a pas de résultat pour la planète et c'est pas ce qu'il faut faire. C'est de l'expérimentation. C'est de l'expérimentation. Vous nous expliquez que pour sauver la planète, il faut continuer à vendre beaucoup de voitures? Non, non, pas forcément Pas tout à fait. plus ou beaucoup, mais il faut ce que l'on vend. Par ailleurs, c'est un autre débat, combien, là, mais ce que l'on vend, il faut que, enfin, si on les vend, ça veut dire qu'il y a des acheteurs et ça veut dire qu'il faut qu'elles soient à un prix abordable. Pour préciser, ça veut donc dire que vous savez, de temps à autre, on voit ces reportages à la télévision avec des concept cars, justement, comme vous dites. Ça veut dire que ça ne fait pas vraiment avancer les choses, si ça vous si, aide ça quand fait même à avancer affiner, la technique, c'est de l'expérimentation et des travaux pratiques d'ingénieurs, mais là où le bas blesse, c'est lorsque le discours de communication dit « et ça, demain, en race gratis, et vous pourrez acheter ça demain ». Alors, justement, dans le cas de la Réunion, il y a un enjeu très précis qui est l'enjeu de l'indépendance énergétique de la Réunion. Donc, si possible, Paul Vergès affirme, lui, que son souhait serait que les Réunionnais puissent rouler dans des véhicules qui se passent de l'essence pour se passer de l'importation de pétrole. Nous avons dit on ne va pas faire 34 km d'une route exemplaire sans couvrir cette route de centrales photovoltaïques. Le deuxième objectif qu'on a eu, c'est d'ici 2025, remplacer tout le parc automobile de La Réunion, ou bien en mixte, ou bien à l'essence, le remplacer par l'électricité. Et nos centrales sur les routes serviront ou bien à charger d'énergie électrique les véhicules, ou bien, si les usagers considèrent qu'il faut attendre trop longtemps pour cela, c'est de préparer les piles qu'on remplacera quand la pile de la voiture est épuisée, on change à la station-service avec des piles nouvelles. Comme on est sur un territoire de taille relativement restreinte, est-ce que ça, c'est possible? Avec une électricité, si tu m'autorises, oui. Je peux le préciser, avec une électricité qui serait fabriquée 100% par d'immenses champs solaires. Et dans lesquels les véhicules viendraient recharger leur batterie. Oui. Alors, faudrait... Sur promesse, délire politique... C'est pas le concept car, mais c'est le concept société. Oui, c'est un concept deal aussi, en quelque sorte. Ce qui est une bonne chose. Un laboratoire, c'est pas une industrie, il y a une volonté mais c'est d'innovation, bien sûr. Mais là aussi, il faut faire attention de ne pas laisser supposer que ça, en 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça y est, tout est réglé et l'ensemble des trafics... L'horizon est 2025-2030, voilà. Mais même... Progressivement, c'est pas complètement stupide. Mais encore, il faut se poser la question, donc, du problème du stockage de l'énergie, parce que le soleil, il y en a la journée, mais il n'y en a pas forcément la nuit. Donc, comment on stocke l'énergie? C'est soit quel est le vecteur énergétique qu'on va utiliser? Est-ce que c'est des centrales solaires thermiques ou des centrales solaires photovoltaïques? C'est deux choses différentes. Hein. Et donc, si c'est du photovoltaïque, on produit de l'électricité brute, mais qu'on a beaucoup de mal à stocker. Sur les questions techniques, justement, juste avant de passer la parole à une étudiante, moi, si je compare à ce qui s'est fait dans le domaine de l'industrie du téléphone, de la téléphonie, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore des téléphones en bakélite, des vieux téléphones, des postes fixes, et dans les 20 dernières années, on a totalement changé, et les téléphones portables que nous utilisons aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les portables qu'on utilisait, avec les téléphones qu'on utilisait il y a 10 ans. Est-ce que ça, c'est envisageable dans le domaine de l'industrie automobile? Pourquoi l'industrie automobile n'est pas capable d'aller aussi vite que ce qu'on a fait dans d'autres domaines? C'est plus lourd à bouger. Parce que la concentration capitalistique de l'industrie automobile est un tout petit peu supérieure à celle de l'électronique. Donc les enjeux sont quand même liés à la concentration capitalistique. Au départ. Il y a bien entendu cette dimension. Mais encore faut-il
en supposé qu'on ait la quantité d'argent pour investir, encore faut-il avoir la technologie dans laquelle on investit et de maîtriser cette technologie, ce qui n'est pas toujours le cas. La technologie, justement, on y revient, je crois. Une question. Donc, bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, je suis étudiante en 3e année de physique à Orsay. Et je voulais savoir si c'est vrai qu'il existe d'ores et déjà des nouvelles technologies moins polluantes que les industries automobiles ne commercialisent pas. Alors, question précise. Là. Oui, il existe là aussi, dans les laboratoires de recherche un certain nombre de progrès technologiques sur lesquels les constructeurs, les équipementiers, l'industrie en général travaillent. Et si ce n'est pas commercialisé aujourd'hui, ce n'est pas parce que les constructeurs automobiles ne veulent pas commercialiser des nouvelles choses, c'est simplement que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire des voitures à vendre et il faut donc maîtriser le coût de ces technologies. Et lorsqu'elles sont maîtrisées, on peut effectivement mettre ces progrès au service de tout le monde. Le sentiment que le futur, ça commence un peu aujourd'hui, ça aurait pu être le titre de Oh ma planète. Le futur commence aujourd'hui. Un dernier mot, Yves Lers. Le futur, je me demande s'il ne commence pas crise économique, crise écologique, avec des voitures qu'on savait construire. Je ne parlerai pas de l'électrique, mais on savait faire des voitures à 3 litres au 100, il y a déjà pas mal d'années. Et puis au fur et à mesure, peut-être que la crise économique et la crise écologique poussent à la fois les gouvernements et les constructeurs à aller plus vite et mieux. Plus vite et mieux, ce sera le mot de la fin. Je ne dirai pas moi-même mieux ni plus vite. Daniel Augelot, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci aux étudiantes et aux étudiants qui nous ont honorés de leur présence. Et surtout, revenez quand vous voulez. Yves Lers, vous, on ne vous invite pas. Vous avez ici votre rond de serviette permanent. Vous êtes chez vous. Et tout de suite, nous partons en Guadeloupe où nous allons voir justement que cette question de l'essence a suscité de vives polémiques. La crise guadeloupéenne et martiniquaise récente est récurrente. Elle montre à quel point l'approvisionnement des îles en pétrole est fragile. Combustibles et carburants représentent 70% des importations, alors que les produits alimentaires et les biens suivent loin derrière, à 15 et 6% des importations. Dans les îles, les marchés sont restreints, éloignés des centres de production d'énergie. Une seule raffinerie, la Sara, alimente la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Le marché automobile des îles est tout petit. Il ne peut y avoir 2 sociétés concurrentes pour l'approvisionnement en pétrole. Les coûts exacts de raffinage et de distribution ne sont pas connus. Cette situation de monopole est la porte ouverte à tous les abus et les habitants ont bien du mal à savoir s'ils ne paient pas trop cher leur carburant. On ne peut plus répercuter les prix parce que les donneurs d'ordre, ils refusent de nous les donner. Ils jouent la concurrence dessus. C'est-à-dire que la logique voudrait en fait que légalement, déjà, on a le droit de le faire, oui. Mais dans la réalité des choses, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu. Tout à fait, c'est clair. Et l'État aussi, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Moi, par exemple, j'ai une entreprise où je fais 15 000 litres de gazoil par mois. Si actuellement, je fais 18 000 euros de gazoil par mois, et qu'à la fin de l'année, on entend dire que le prix du litre du gazoil sera 2 euros le litre, moi, je ne pourrais plus. Parce que tout ça, c'est de la marge que moi, je perds. Tout augmente, les pneus augmentent, tout augmente, mais alors les tarifs, ils restent les mêmes. Un peu de fiction. Que va-t-il se passer dans quelques années quand la production de pétrole commencera à fléchir? Les prix déjà élevés vont dans un premier temps s'envoler. Puis, les tensions croissantes sur la production vont amener les pétroliers à approvisionner en priorité les pays aux consommations importantes. Les régions périphériques moins peuplées, et donc les îles, seront les premières à souffrir de la pénurie annoncée. C'est pourquoi les efforts actuels de La Réunion sont si importants. Avec son programme GERI, l'île s'est donné pour objectif de ne plus dépendre du pétrole, ni pour ses transports, ni pour son électricité, dès 2030. 21 ans, c'est court, mais c'est à cet horizon qu'on annonce le commencement de la fin du pétrole. Oh ma planète, le blog de Grace, partie interactive de notre émission consacrée à la consultation sur l'eau. Bonjour Grace. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien. Vous avez l'air en forme. Est-ce que par hasard ce serait lié à la manière dont la consultation se passe à la Martinique? Ça se passe bien à la Martinique. Pour vous informer sur la consultation, vous pouvez aller sur le site o2015-consultation.fr. Vous pouvez également trouver des documents... À la préfecture. À la préfecture, dans les DIREN, dans les offices de l'eau, dans les mairies aussi.
Et puis, il y a des actions de proximité. Donc, ça veut dire, action de proximité, qu'on peut rencontrer, je crois, les ambassadeurs bleus. C'est une femme, un homme qui sont mandatés pour vous donner des explications sur les problèmes de l'eau dans votre île. Ils vous aident à remplir le questionnaire. Jusqu'à quand, ça? Jusqu'à fin juin, jusqu'à la fin de la consultation. Tous leurs déplacements vous seront communiqués par France Antilles et par d'autres magazines de presse locale. Et vous pouvez voir une petite photo d'eux, là, actuellement, dans une animation en centre commercial. Alors, ces ambassadeurs bleus, justement, nous les avons joints au téléphone. Je m'appelle Karine Ramanik, je suis ambassadrice bleue. Nous sommes 2 ambassadeurs pour les 34 communes de la Martinique. L'autre ambassadeur, c'est Yann Avenel. On a commencé l'opération depuis janvier 2009 et ça se termine le 15 juin 2009. Donc les ambassadeurs bleus sont là pour informer la population et aider les personnes à remplir le questionnaire en vue du schéma d'aménagement, donc du ZAC. Il y a beaucoup de personnes au début qui n'étaient pas au courant. Là maintenant, comme il y a eu la campagne de pub et il y a eu les box qui ont été déposées en mairie dans les collectivités territoriales, donc les gens sont au courant actuellement. En fait, je pense qu'ils n'avaient pas compris la première fois l'enjeu en fait. Là maintenant, ils ont des projets, ils ont des suggestions à nous faire et nous en profitons justement pour les noter. Alors pour l'anecdote, donc j'ai eu une mamie dans un centre commercial et qui m'a donné une astuce en fait. Elle me disait qu'il fallait, donc après avoir coupé l'herbe de son jardin, elle le mettait autour de ses plantes. Et étant donné que l'herbe il est absorbé d'eau, donc en fait pendant 2 semaines, elle n'était pas obligée d'utiliser l'eau. Sinon, elle récoltait l'eau de pluie et elle arrosait ses plantes après les 2 semaines. Alors, on va essayer de résumer un peu les principaux problèmes posés par les questions de l'eau à la Martinique. Premièrement, une ressource en eau mal répartie. Oui, elle est principalement concentrée dans le nord de l'île, autour de la montagne Pelée. Célèbre volcan. Voilà. On compte à peu près 70 cours d'eau à la Martinique, dont seulement la moitié présente un écoulement à débit régulier. Et je crois qu'il y a 7 bassins qui concentrent 90% de la ressource. De la ressource en eau, comme par exemple les Artes, Capot, Lorrain ou encore Galion. Deuxième problème, la ressource en eau souterraine est pour le moment peu valorisée. Pour quelle raison? Dû à l'origine volcanique de la Martinique, mais on commence à faire des recherches pour accroître la ressource en eau et pour justement pallier au manque, surtout en période sèche, en période de carême. Troisièmement, malheureusement, encore beaucoup trop de gaspillage. Trop de gaspillage d'eau. Il est important d'économiser la ressource. On compte à peu près 170 litres d'eau par jour et par personne en Martinique actuellement. Donc, c'est des chiffres qui paraissent énormes. Donc, pour y remédier, il y a des vastes programmes de sensibilisation qui vont être mis en place auprès de la population, les industries, également les agriculteurs. Tout ça va demander, j'imagine, des travaux, mais des travaux avec un coût relativement important. Assez élevé. Et puis, ça sera étalé à peu près sur 6 ans, avec l'assainissement qui est toujours en première position et des travaux qui s'élèvent à 95 millions d'euros en tout. Alors, on change de sujet. Bien sûr, on reste toujours sur notre blog, toujours sur la consultation sur l'eau, mais cette fois-ci sur notre concours. Je crois que vous avez retrouvé le moral et que nous recevons de plus en plus de vidéos sur l'eau. On reçoit un peu plus de vidéos sur l'eau. Là, j'ai choisi de vous montrer un slam qui est sur l'eau et l'environnement, qui a été écrit par Olivier. Écoutez. Olivier, 20 ans, petit message pour l'environnement. Petit message sur France O, en 2 mots pour H2O. Acheter de l'eau, c'est bien beau. Mettre de gâchis dans le lavabo. C'est clair que l'eau, on l'aime. Elle est plus populaire que Nolwenn et l'OM, puisqu'il met ses airs et ses poèmes dans les DOM. DOM, pour tous l'eau est plus précieuse qu'un cristal. On sait tous à quel point elle est vitale. On s'appelle Christelle ou Aline, qu'elle soit vitale ou cristalline. Si chacun de nous savait combien on gaspille l'eau, ce serait bien. Pense plus à ta douche du matin. Philosophe, c'était plutôt du genre à prendre un bain. Je pose 1000, je retiens ça. Sachez coûte que toute goutte d'eau gaspillée nous coûte des mètres cubes étant multipliés à l'échelle mondiale. Ce n'est plus du compte-goutte. Stop aux excès d'eau dans ta baignoire. Ce sont des économies pour notre réservoir. Stop aux déchets, aux marées noires, pour que plus tard tout le monde puisse boire. Un effort au quotidien, évitons la surconsommation. Les enjeux sont en jeu, développement durable, énergie renouvelable. Soyons acteurs pour l'environnement, l'avenir de la planète bleue se construit maintenant. Petit message sur internet, en 2 mots justes et honnêtes. J'espère ne pas avoir été plat, mais clair et net, c'était pour ma planète.
Bonne nouvelle, Stéphane, une prolongation exceptionnelle du concours. Ah, jusqu'à quand? Jusqu'à fin juin, jusqu'à la fin de la consultation. Bon, on va dire le 15 juin, il faut que tout soit fini et puis qu'on puisse voir pour les gains et puis pour les gagnants. Donc ceux qui veulent s'exprimer, participer à ce concours, vous leur donnez rendez-vous sur le blog des gardiens des Omaplanète, www.omaplanète.fr. On sait que tout le monde n'a pas eu le temps de s'enregistrer. Il y en a qui ont plein de choses, qui nous ont envoyé des messages, mais qui n'ont pas encore eu le temps de se mettre devant leur webcam et puis de nous envoyer ça. Donc n'hésitez pas. Bon, grâce à nous, notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Tout à fait. Très bientôt. À bientôt, Stéphane. Chers amis téléspectateurs, merci de nous suivre chaque semaine de plus en plus nombreux. Vos courriers, vos mails, vos remarques nous font très, très plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.